Pierre Bertal, bonjour. Merci d'avoir accepté notre demande d'entretien. On le rappelle, vous êtes le référent académique et coordinateur du CLEMI à Mayotte. Le CLEMI, c'est donc le centre de liaison de l'enseignement et des médias d'information, le réseau en charge de l'éducation aux médias et à l'information dans l'ensemble du système éducatif français. Avant d'aller plus loin, il faut qu'on rétablisse une vérité. Est-ce qu'on doit dire ENI ou EMI? Déjà, bonjour à tous. Mais moi, je pense qu'il faut mieux dire ENI. C'est vrai que dans le monde magique des acronymes, surtout dans l'éducation nationale, on entend un peu tout, mais voilà, ce serait plus judicieux de dire ENI. Qu'on repartir là-dessus. On part donc sur l'EMI et avant d'aller plus loin, peut-être expliquer ce que c'est justement l'éducation aux médias et à l'information. Quand même dans une période très particulière, où en termes déjà aussi de définir ce que c'est une information, d'où elle provient, et il y a, je pense aussi, un choc générationnel entre, évidemment, moi je vois mes parents, je vois mes enfants, et nous on est, on va dire, entre deux eaux, à avoir connu le monde sans Internet, le monde avec, et résultat, à chaque génération, on va dire, a une manière de s'informer propre à lui, propre à elle plutôt. Et donc, on se retrouve, je pense, avec beaucoup de conflits, beaucoup d'incompréhension. Il y a quand même des enjeux qui sont extrêmement particuliers, parce qu'on sent bien que on est dans une phase où les gens se comprennent de moins en moins, dialoguent de moins en moins, alors qu'on est quand même dans un monde ultra connecté. D'où vient l'info, comment on la transmet, comment on vérifie aussi la véracité des faits. Euh, L'explosion on va dire, de l'intelligence artificielle qui est en train de s'immiscer dans nos vies, à une vitesse qui est assez hallucinante, fait qu'on va vraiment certainement avoir un débat serein sur les enjeux qui nous attendent demain, si on veut continuer on va dire, faire en sorte de vivre ensemble de manière apaisée. À Mayotte, quelles sont vos missions exactement? Déjà, moi, j'ai un parcours un peu particulier. Je suis devenu professeur des écoles sur Mayotte en 2010, quand je suis arrivé sur le territoire. Au fil des années, j'ai évolué sur différentes missions. Donc, j'ai travaillé dans le premier degré, j'ai travaillé au niveau du CASNA avec les élèves allophones, j'ai travaillé dans le milieu associatif avec la Ligue de l'enseignement. Euh, j'ai intégré il y a 3 ans l'école académique de la formation continue. Et mes missions ont évolué en même temps que la structuration du service, et on m'a donc chargé de l'éducation aux médias et de l'information en octobre de l'année dernière. Donc pour moi, c'est assez récent aussi. Donc je me vois pas comme un spécialiste, je me vois plus comme un corps d'eau et qui doit essayer de trouver des solutions pour faire en sorte que l'on puisse améliorer, voilà, ou en tout cas faire en sorte que les enseignants et surtout nos élèves puissent être davantage, on va dire, alertés sur les dangers qui nous guettent et comprendre c'est quoi les enjeux de l'éducation aux médias et l'information. Aujourd'hui, quelle est la situation réelle de l'EMI sur le territoire? L'EMI, comme énormément de secteurs, ont souffert de Chido, parce qu'il y a pas. Mais déjà avant Chido, on est dans un système éducatif qui est sous tension, mais il n'y a pas que le système éducatif qui est sous tension sur Mayotte. Donc Chido a exacerbé la situation. Nous, la grosse difficulté, je pense, que ce soit dans l'EMI et on va dire sur le développement de projets en général sur Mayotte, c'est qu'on manque de stabilité. On manque de structure. Tout reste relativement jeune. Faut quand même se rendre compte de l'évolution de la société mahoraise dans son ensemble. Pour moi, c'est vraiment une île que je découvre, que je suis depuis 20 ans maintenant, et parce que la première fois que je suis venu, c'était en 2005, et tout a été très vite. On en demande beaucoup. Faut se rendre compte de l'explosion démographique. Un des premiers recensements de l'île, je crois que c'est en 52, il y avait 21 000 habitants. Et maintenant, on estime qu'on est, au niveau de l'INSEE, on est 320 000. Il y a d'autres sources qui s'appuient sur la consommation en riz, sur un peu, évidemment, le flux de marchandises aussi qui arrivent sur l'île. Bah, voilà, il y a des chiffres à des moments qu'on nous annonce, 400, 450 000, 500 000. C'est extrêmement complexe de savoir combien on est, mais résultat, bah,
Dans la vie d'une personne, voir une population déjà sûre, multipliée par 15, c'est considérable sur un territoire aussi exigu. Donc, ça met évidemment une société en tension et l'EMI comme, l'ensemble des on va dire des paramètres qu'on peut qui constituent la société locale sont évidemment malmenés. On a aussi ce phénomène de turnover, très, très puissant, encore plus dans le second degré que dans le premier degré. Donc, c'est vrai que c'est complexe aussi de stabiliser, des procédures, des dispositifs, faire en sorte que quand il y a un porteur de projet qui fait un travail considérable et bah, lorsqu'il repart, lorsqu'il quitte le territoire, bah, ce travail, n'est pas, balancé à la poubelle tout simplement. Parce que, il y a un constat quand même assez régulier, c'est quand les gens arrivent sur le territoire, ils ont l'impression que rien n'a jamais été fait, alors que c'est loin d'être le cas. Si vous deviez dresser une liste, des besoins les plus urgents, quels seraient-ils? Je pense qu'on a, dans tous les secteurs, un travail énormément, on va dire, hyper, conséquent sur le fait de préserver les choses, de les réfléchir de manière pérenne, avec qui on s'associe, quel type de partenariat on arrive à construire. Et moi, de par mon parcours, on va dire, parce qu'avant d'être, fonctionnaire d'État sur Mayotte, j'étais fonctionnaire territorial, donc j'ai travaillé dans les collectivités. Et j'ai toujours été attaché à l'associatif et ouais, je pense qu'on peut réussir vraiment à faire évoluer les choses de manière durable, sur Mayotte en prenant en compte l'ensemble des acteurs éducatifs du territoire. On doit prendre en compte, les parents, évidemment, les associations, les collectivités, réussir à monter en compétences ensemble et de réussir à créer des choses ensemble pour être sûr qu'on puisse, faire perdurer, une dynamique. Quelles priorités vous vous êtes fixées pour cette année en cours? Cette année scolaire, je précise. Nous, au sein de l'école académique de la formation continue, on est en train de créer un centre de formation, sur l'île. Les locaux d'un collège ont été, on va dire, sont rendus disponibles, suite à la réhabilitation, d'une bâtisse, bon là c'est le collège de Dembéni en l'occurrence, qui avait subi, des dommages, suite au séisme de 2018. Parce que oui, nous à Mayotte, on va de crise en crise. Tous les ans, on a une crise, donc il faut aussi, se rendre compte de ça. Et là, l'idée, c'est, d'avoir donc, des salles de formation disponibles, centralisées, et on a donc le centre de documentation pédagogique dont je suis aussi, dont j'ai la responsabilité, qui va intégrer ce centre de documentation, ce centre de formation. Donc là, on est dans une phase de travaux, on est dans une phase de déménagement, on est dans une phase de restructuration, donc c'est un chantier, assez colossal mais bon, on va y arriver, il va falloir être patient. Et voilà, un des objectifs, c'est de pouvoir mettre en place un outil, vraiment, au service, de l'ensemble des agents du rectorat, parce que c'est l'objectif premier de l'école académique de la formation continue, c'est d'accompagner l'ensemble des agents du rectorat à monter en compétences, à se professionnaliser, à retrouver des parcours de carrière qui leur permettent de ne pas s'encrouter, on va dire, dans leur pratique et puis aussi, dans leur vie. Un des objectifs, en tout cas prioritaires, c'est de créer un lieu, qui donnera du sens, et qui accompagnera les enseignants et les agents, et aussi un lieu où on se retrouve, on échange pour pouvoir monter des projets, qui ont du sens pour nos élèves. Après, au niveau de l'EMI, eh bien, c'est monter certainement des communautés, une communauté EMI, de pouvoir aussi, mettre à disposition des ressources, pédagogiques, sous format papier, mais aussi numérique. On est en train de s'associer, avec, des plateformes, donc pour pouvoir vraiment, accompagner le mieux possible les enseignants. En parlant d'enseignants, j'aimerais qu'on revienne sur la situation des professeurs documentalistes qui, sur le terrain, dénoncent une situation où ils n'ont pas forcément les moyens de mettre en application cette mission. Pareil pour les, enseignants des écoles élémentaires qui soulignent souvent qu'ils n'ont pas, ces informations, qu'ils ne sont pas inclus dans les, dispositifs existants. Qu'est-ce que vous leur répondez? Dans le second degré, c'est vrai que les professeurs doc qui sont vraiment les enseignants référents de l'EMI,
mais manque aussi, je pense, de visibilité, de reconnaissance aussi dans leur statut d'enseignant. Et c'est vrai que ça, c'est complexe. On leur demande de faire des choses sans avoir du temps dédié et la possibilité d'avoir des classes voilà, ça s'élève pour pouvoir vraiment faire d'éducation aux médias et d'information. Donc ça leur demande, je pense, beaucoup d'énergie pour mobiliser, pour convaincre à des moments des enseignants de monter des projets avec eux. Euh, et puis après, il y a aussi tout l'aspect, je pense, spatial qui nous fait cruellement défaut sur l'île. Il y a des moments, les CGI sont mobilisés ou sont récupérés pour pouvoir faire de la permanence ou pour pouvoir accueillir des fois aussi des cours. Donc, ça fragilise aussi, je pense, la position des profs doc, quoi. Sur le premier degré, c'est encore aussi une autre problématique. C'est vrai qu'au manque de personnes relais au sein des circonscriptions, on est tout le temps aussi dans un phénomène d'urgence. Et là où je pense où il y a vraiment quelque chose à faire, c'est de faire comprendre que l'éducation aux médias et l'information, c'est un magnifique outil pour pouvoir aborder, on va dire, l'oralité et faire monter les élèves en compétences sur la maîtrise du français d'une manière plus ludique, d'une manière qui peut certainement plus leur parler parce que bah, les médias, évidemment, c'est quelque chose qu'ils suivent quotidiennement, quel que soit le type de média. Et je pense que c'est une clé sur laquelle il faut, moi en tout cas, je voudrais vraiment accompagner, je vais pas dire davantage les enseignants du premier degré que ceux du second. Déjà parce que je me sens un peu plus légitime en étant issu du premier et aussi parce que, voilà, les vraies personnes référentes dans le second degré, ce sont les profs doc. Et c'est vrai qu'il faut vraiment réussir à leur trouver, les accompagner et faire en sorte qu'ils soient vraiment reconnus dans leur spécificité. Qu'attendez-vous des partenaires locaux et institutionnels? Alors les partenaires locaux, moi j'ai déjà essayé de travailler avec, Mayotte la Première, mais Mayotte la Première, elle a subi aussi, de plein fouet, Chido. Techniquement, ils peinent encore à stabiliser la situation. Heu je suis en contact aussi avec l'Arcom pour voir aussi faire un état des lieux des des radios, des différents médias locaux et voir, ceux qui seraient peut-être en capacité de pouvoir, monter des projets avec des établissements en faisant des mises en relation très pragmatiques, hein, parce qu'on sait bien que même si l'île est petite, les temps de déplacement sont de plus en plus, longs. Ça, c'est un autre problème aussi et résultat, il faut vraiment faire, du partenariat de proximité et donc il y a besoin de cartographier, d'identifier, de réactualiser, les contacts, et les gens disponibles et motivés à vouloir travailler ensemble. Dans un monde idéal, à quoi ça ressemble un dispositif émis, efficace et adapté à Mayotte? Pose toujours la question, hein. Mais moi, en tout cas, vu les contraintes qu'on a déjà en termes d'espace, en termes heu, de conditions matérielles, parce que, aborder, développer des médias, c'est chouette, mais, ça nécessite du matériel, de la technicité, et nous, on est toujours dans une situation assez fragile. Bon, en tout cas, j'aimerais vraiment, orienter et on y travaille avec des collègues sur, accompagner les enseignants sur la réalisation de podcasts. Parce que ça nous paraît, ça me paraît vraiment simple, enfin beaucoup plus simple, beaucoup plus, accessible, il y a un côté, spontanéité, prise de son, un peu tout terrain qui, correspond, je pense, davantage à la situation locale. Donc moi, je voudrais vraiment orienter, heu, les développements de ce type de dispositif et permettre aussi aux élèves, à travers l'enregistrement de podcasts, de faire leur remédiation sur la maîtrise de leur langue, parce que de maîtrise du français. Parce que c'est vrai que je pense qu'à partir du moment où on s'écoute, et qu'on se rend compte déjà ici, d'accepter sa voix, ce qui est vraiment pas évident et bah, je pense que ça permet de pouvoir faire un travail, personnel et de s'améliorer, de prendre davantage confiance en soi et c'est primordial pour la réussite de nos élèves.
Est-ce que le Clémy est accessible à tous? Comment concrètement on peut vous contacter? Est-ce qu'on peut vous solliciter quand on a une demande par rapport à une information ou même par rapport à une intervention? Comment ça se passe? Le Clémy, en tout cas, moi, je suis accessible via déjà ma boîte mail. J'ai mon adresse mail, académique, nominative, mais j'en ai créé une plus fonctionnelle parce que l'année prochaine ou dans les années à venir, ce sera peut-être, plus moi et donc il faut, moi, je veux rester vraiment dans une logique de continuité. Donc il faut qu'au fur et à mesure, les gens comprennent qu'il y a une adresse et qu'on peut se référer à elle et contacter quelqu'un qui peut les accompagner. Heu, Au sein du centre de documentation pédagogique et ben, moi, je veux également aussi faire en sorte qu'il y ait un espace, Clémy. Donc dans quelques semaines, on aura bientôt terminé les travaux. Heu je pense que les stagiaires, différents personnels de l'éducation nationale vont passer dans les locaux et vont se rendre compte au fur et à mesure qu'il y a un relais aussi local. On va avoir un lieu physiquement identifiable et ça, c'est important. Quels sont les grands rendez-vous prévus pour cette année, scolaire 2025-2026? On va de toute façon reprendre, décliner, les événements nationaux, au niveau local, donc la semaine de la presse et des médias, concours Mediatix. J'espère également que cette année on pourra, et qu'on va dire, fêter, la fête de la radio dignement au mois de juin, donc par des petites actions, mais en tout cas, il faut réussir à relancer ça. Donc ça va dépendre, de la disponibilité des partenaires. Ça va dépendre aussi, des éventuelles crises qu'on peut rencontrer ou avoir des élections municipales, au mois d'avril qui seront, comme, à chaque fois sur Mayotte, très animées. Donc faut voir si ça perturbe le fonctionnement, j'espère pas, mais voilà, on sait que c'est ce qui est compliqué aussi sur le territoire, c'est qu'il y a souvent quand on lance des projets, on a du mal à les finaliser parce que, il y a toujours, un imprévu. Merci beaucoup Pierre Bertel d'avoir répondu à toutes nos questions. Très bien, bah, merci beaucoup Abby et puis, bah, au plaisir. Et pour ceux qui nous suivent, si ce n'est pas déjà fait, eh bien, nous vous invitons à participer à notre grande enquête ENI sur les pratiques et les enjeux de l'information à Mayotte. Le lien est en description, alors abonnez-vous. Et surtout, pour ne rien rater de ce qui se passe dans l'actualité EMI à Mayotte, eh bien, ça se passe sur nos réseaux, que ce soit sur Instagram, sur LinkedIn et bientôt sur le site internet. En attendant toutes ces nouvelles, eh bien, que l'esprit critique soit avec vous. Et moi, je vous dis à très vite.